Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série de Puissance Park. Puissantes et puissants, bienvenue à bord. Gardez vos mains, vos pieds, vos tentacules à l'intérieur de cet épisode. Surtout ne vous levez pas avant la fin de l'épisode, vous serez bien aimable. C'est un épisode spécial parce que vous savez que depuis des mois je vous bassine avec un projet qui m'est très très cher, qui est cher à mon cœur, qui s'appelle Killer Coaster, qui est une série que j'ai eu le plaisir de post-produire pour Prime Video dans le cadre de mes activités à Amazon Studio. Et la série est sortie le vendredi 15 septembre. Mes petits camarades de Puissance Park se sont précipités dessus comme la misère sur le pauvre monde. Ils ont regardé ça, ils ont pris des notes, et parce que nous avons aujourd'hui l'honneur et l'avantage de recevoir mon ami Nicolas Lange, le réalisateur de la série. Bonjour Nicolas. Et bonjour Jean-Marc, bonjour tout le monde, et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous, et c'est un honneur de vous accompagner dans cette aventure. Et évidemment, ceux qui seront tes tortionnaires au cours de cette émission spéciale, eh bien, il y a le sémillant Benjamin. Salut Benji. Bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver en configuration un peu particulière, mais ça va être très fun. On va pouvoir parler d'une série très sympa. Et puis, évidemment, l'indispensable Johan est avec nous. Bonjour, enchanté à tous. On peut enfin parler de ces Killer Coaster dont on a souvent entendu parler depuis longtemps, quoi. Un petit peu, oui. Ça fait un petit peu plus d'un an qu'on en parle, mais enfin, on est là. Ça y est, c'est sorti. Précipitez-vous sur la plateforme pour le regarder. Nicolas, ça va? T'es à l'aise? Ça va, écoute, très bien. Pas beaucoup dormi cette semaine parce qu'on a fait le festival de La Rochelle, l'avant-première jeudi et la sortie hier. Donc évidemment, je m'étais promis de pas aller regarder les premières critiques, Twitter, etc. Je l'ai quand même fait. Donc j'ai pas beaucoup dormi, mais tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a 2 T dans Télérama, c'est plutôt pas mal, hein? Ouais, mais alors je les ai menacés aussi. Ah. C'est-à-dire que sinon c'était 0,5 T. Non, c'est très cool. C'est très cool. Le papier est vraiment très bien ficelé. J'ai trouvé qu'ils étaient très justes. C'était pas une critique pour caresser dans le sens du poil ni pour démolir. Tu vois, ils donnent vraiment les points positifs, les points négatifs de la série, parce qu'il y en a forcément, rien n'est parfait. Et je les ai trouvés très justes dans leur analyse, et donc super. Merci Télérama. Cool, c'est génial. Alors on a une petite tradition dans l'émission, c'est ce qu'on appelle le pré-show, un peu comme la pièce qui te permet d'attendre avant d'embarquer sur une attraction. On l'a réduit un peu pour pas non plus que ça prenne des heures, parce qu'il est arrivé que ça prenne des heures, le pré-show, et que du coup après il y avait 4 minutes d'émission, donc c'était pas très très rentable. On va démarrer avec une première question. Est-ce qu'il y a dans les quelques parcs que tu as pu visiter, est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Je veux vexer personne ni aucune licence, mais non, mais tu peux nous. Non. Disons que évidemment, j'adore toujours Disneyland Paris. Enfin, c'est un de mes parcs préférés, je pense, pour sa féerie, ses décors, son ambiance que je trouve assez unique. Donc c'est pas très original. En revanche, pour les attractions, je ne suis pas de cet avis. Alors, figure-toi que j'ai fait le parc Astérix l'année dernière avec Thomas Mansuy et Barbara Maubert que tu connais bien, respectivement le co-créateur de la série et la productrice. Une fois qu'on a été greenlighté par Prime Video, on s'est dit ok, on va se faire un petit kiff tous les trois. On est allé au parc Astérix que je n'avais jamais fait. Waouh, ça va vite, c'était très cool. On était un peu dégoûtés parce qu'ils avaient fermé le train fantôme. Je sais que t'as bossé dessus, Jean-Marc, donc je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie. Merci. Mais on était un peu dégoûtés. Je porte le t-shirt commémoratif, tu vois, il aurait dû avoir 20 ans cette année. Putain, et tout le monde m'en avait parlé en plus, donc comme quoi, non, c'était pas de bol. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé les attractions. Europa Park aussi. Je vais tous les faire comme ça, tu vois. Ouais. On sera pas en bisbille avec l'un ou l'autre. Non, Europa Park, le Mercedes, je l'ai fait le lendemain d'un enterrement de vie de garçon, donc je peux te dire que j'étais pas ouf à la fin, mais j'ai en réalité j'ai adoré. Et alors, je pense que ça va être un petit peu original. Je pense que j'ai une tendresse pour Walibi Schtroumpf. Je sais même pas si ça existe encore.
Alors, en l'état, non, il n'existe plus, mais le parc existe toujours. C'est-à-dire qu'il a changé d'état de nom. Il s'est Ok. appelé Big Bang Schtroumpf à son ouverture en 1989, puis Walibi Schtroumpf, Ok. puis Walibi Lorraine, puis c'est Très devenu Walligator et c'est à présent Walligator Grand Est. Ça a changé 6 Ok. fois de main, quoi. Ah, Mais c'est mettez-vous toujours là. d'accord, les gars. Mettez-vous d'accord sur le nom. Écoute, non, j'en ai un souvenir ému parce que moi, je viens du Pays Basque, je viens du Sud-Ouest, et j'ai déménagé en Lorraine, ce qu'on appelle la diagonale de la mort. Et donc, c'est un parc que j'ai fait plusieurs fois pendant mon adolescence, etc. Et c'est vrai que j'aimais bien cette ambiance, peut-être un petit peu plus confidentielle, je dirais. Mais je me souviens d'un grand 8 qui s'appelait l'Anaconda. T'avais l'impression que tout était brinque-ballant, que tu pouvais mourir à peu près à chaque virage, et on adorait ça, quoi. Et je me souviens encore du son. Le son surtout m'avait beaucoup marqué. Donc ouais, Walibi Schtroumpf, j'avais bien aimé aussi, quoi. Et j'étais à Barcelone cet été et j'ai pas fait PortAventura. Non, non, pas le temps et à mon avis trop de monde. Mais ça me botte bien aussi. Ça me botte bien. Bonne destination. Mais alors, du coup, est-ce que il y a un type d'attraction que tu préfères? Bah, la sensation, j'aime quand même bien. Ah, Les on va pas se roller-coasters. mentir. Oui, j'aime bien les grands 8, les montagnes russes, etc. Après, j'aime bien toute expérience, c'est-à-dire que je peux me marrer dans un truc, voilà, dans le Gazprom là à Europa Park, comme Blue je peux, Fire, ouais. ouais, Blue Fire, merci. Comme je peux kiffer dans le Big Thunder Mountain qui va à 2 à l'heure chez Disney. Ce que j'aime bien, c'est à la fois la direction artistique, je dirais, mélangée à des sensations. Mais j'ai une petite spécialité, je vous enverrai une photo si vous voulez les gars. À chaque fois, je snipe où se trouve l'appareil photo. Et je fais la même tête à chaque fois et je fais le mec qui a aucune sensation. Sur toutes les photos, j'en ai une avec Toba et Barbara où je suis comme ça. Ouais, Alors que le truc alors descend. ça peut être vachement trompeur parce que comme tu as les cheveux longs, si tu veux, on voit qu'il y a la vitesse. Moi, je fais un petit peu le même exercice aussi, sauf que comme je suis chauve, on a vraiment l'impression que je bouge pas. C'est beaucoup plus simple pour toi, je sais, mais mais du coup, ça donne des photos très sympas où je regarde toujours la caméra comme ça. J'ai l'air à moitié fou. Et donc, du coup, comme ça, je dis aux autres, ah, on est obligé de l'acheter et ils me la payent. Voilà. C'est ma petite astuce. C'est ma petite astuce. Donc effectivement, tu kiffes Silver Star, donc sponsorisé par Mercedes à Europa Park, Blue Fire également, Europa Park d'ailleurs, qui sont quand même d'excellentes machines. Est-ce qu'il y a quand même un type d'attraction que tu n'aimes pas du tout? Dans les parcs, hein, pas dans les fêtes foraines, dans les parcs. Oh, ça peut être les fêtes foraines. Ça peut aussi, parce que- ouais. Bon, généralement, je joue pas trop aux pinces, à ces trucs-là. Voilà, c'est pas les trucs qui m'attirent énormément, on va dire, parce que déjà les peluches, je m'en fous un peu. Donc ne pas les gagner, encore plus. Mais non, ça m'attire pas. Faut que je m'amuse d'une manière ou d'une autre. Voilà, on va dire que c'est. Et puis dans les parcs. J'expliquais tout à l'heure à Ben et Johan que j'aimais bien les restos aussi dans les parcs. Je trouve qu'il y a toujours une super ambiance. Parfois, la qualité de la nourriture n'est pas au rendez-vous, mais c'est pas grave. C'est quand Il y a même une chouette. belle déco qui accompagne. Il y a une belle déco. Il y a toujours une belle déco, donc ça c'est cool. Non, il y a pas de truc que j'aime pas particulièrement. Si faire la queue, ça me saoule. Mais bon, ça, je pense que je suis pas le seul. C'est à Donc, peu près le cas de tout le monde, oui. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai été étonné parce que je suis allé à Disneyland Paris il y a pas si longtemps et la mécanique avait un petit peu changé, c'est-à-dire que je me souviens qu'il y a quelques années ils avaient fait un truc style fast pass où t'allais chercher un petit ticket, tu revenais à une horaire, c'était assez bien foutu, tu revenais à un horaire précis et tu pouvais directement couper la file, et maintenant il faut payer davantage, quoi. Je me suis dit, ah putain, les mecs, Oui, ils font chier, quoi. c'est Faut rapport au fait payer que 10 c'est balles en également plus. une œuvre caritative, bien sûr. payer. Exactement, la loi 1901 Walt Disney. On connaît bien. Alors, dernière petite question de ce pré-show. Est-ce qu'il y a une attraction que tu entends que tout le monde trouve nulle, mais que toi, t'affectionnes particulièrement? Je ne vous ferai pas l'affront de chanter It's a Small Small World. Non, que tout le monde trouve nul, non. Mais j'ai un petit péché mignon. J'adore le manoir hanté chez Disney. Ah bah, elle est formidable, cette attraction. Mais je C'est une trouve, très je bonne trouve, attraction. mais je trouve surtout que ça a encore de la gueule, quoi. Il y a des trucs qui vieillissent très mal,
Et je trouve qu'après toutes ces années, parce que j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, alors j'imagine qu'ils ont dû changer quelques trucs, mais j'ai des souvenirs de moi à 8 ans, et ça me foutait déjà des frissons. Et je sais pas, généralement c'est le premier truc que je fais dans Disney. On arrive très vite, on tourne à gauche et on y est. Et je sais pas, j'ai c'est mon petit péché mignon. J'aime bien la faire, celle-là, même si je connais tout par cœur. Je sais très bien quand on passe devant la glace, il y a le petit hologramme au-dessus, etc. Mais c'est un truc que je kiffe bien, ouais. Je vais t'inviter à une avant-première bientôt, ça va être super. Enfin, bientôt. Tu te Oui, bon, lances d'accord, peut-être c'est un vrai. peu vite, Johan. Bah, faut me dire de quoi, les gars. Alors, non, parce que Johan est en train de réaliser un court-métrage qui est trop une bien. préquel qui s'appelle Phantom Manor The Bride Song, qui est une préquel, Et en fait, à la maison hantée. Qui s'inspire de mon attraction préférée, qui est celle que tu viens de décrire. Donc, Ok, bon, bah, trop bien. Ok, très bien. Génial. du coup, on peut commencer. Eh ben, messieurs, je vous cède la parole. Appelez-moi quand vous avez besoin de moi. Vas-y, Benji. Eh bien, écoute, c'est toujours un vrai plaisir de recevoir un réalisateur, surtout que la série, donc, on a pu la dévorer, c'est un vrai kiff de la regarder. Puis surtout une série française sur Amazon Prime, c'est cool, et qui rend hommage à notre univers, c'est encore plus cool. Moi, la première question, elle est assez simple, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré à créer une série dans l'univers de la fête foraine ou du parc de loisirs, quoi. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est la bière. Je vais vous raconter la véritable anecdote, c'est que je me retrouve juste après le confinement. Si tu veux, c'est Chloé Joannet qui m'appelle pendant le confinement et qui me dit on aimerait bien faire un projet avec ma mère, donc Alexandra Lamy, et ma tante Audrey Lamy, mais on trouve pas trop d'idées, etc. Tu veux pas nous proposer un petit pitch et puis on s'en parle, et ça reste dans un coin de ma tête. Moi, à ce moment-là, je suis en écriture pour la saison 2 de la première série que j'ai réalisée, qui s'appelle Derby Girl pour France Télévisions. Et on sort du confinement et j'apprends que France Télévisions ne veut plus vraiment partir en production sur la saison 2. Donc là, à ce moment-là, un peu la déprime. J'appelle Thomas, qui est mon co-auteur depuis de longues années, et on va se boire des bières déjà parce qu'on avait le droit à ce moment-là et on pouvait sortir de chez nous. C'était le Et puis déconfinement, quoi. c'était le déconfinement quelque part. Et puis je lui parle de cette idée. Je dis écoute, il y a Chloé qui m'a proposé de faire un truc, faut qu'on rebondisse vite. Est-ce qu'on essaierait pas de se trouver quelques petites idées, quoi. Et donc on prend l'apéro et puis on a un truc le soir, on se dit ok, c'est un serial killer dans une fête foraine. Et en fait, il y a un truc qui nous faisait marrer, c'est que la fête foraine, ça reste dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif, un lieu de joie, un lieu d'allégresse où tout le monde se marre, ça sent la barbe à papa, le popcorn, etc. Et ben nous, on va foutre une menace là-dedans et on va mettre tout ce qu'on aime, c'est-à-dire que nous, on est des fous furieux du cinéma hollywoodien des années 80-90, donc il y a des petites références à Big, ce genre de choses, avec notamment la diseuse de Bonaventure, mais on y reviendra. Et ça nous faisait marrer, quoi, dans cet univers coloré d'avoir des têtes coupées. On se dit, donc on imaginait plein de trucs, on se dit ouais, s'il y a une pêche au canard, on fout des grosses têtes découpées dedans, hein, des trucs bien hardcore et tout, et ça nous faisait marrer. Et puis j'en parle à Barbara Maubert qui est ma productrice. Et elle me dit c'est sympa les gars, allez-y, écrivez un petit truc et puis on voit ce que ça donne, quoi. Et avec Thomas, pendant 2-3 semaines, on écrit, on se fait ce qu'on appelle une bible. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une bible, c'est globalement le traitement de la série, ce dont elle va parler, les différents personnages avec leur caractérisation, même si c'est encore, j'allais dire, à l'état de réflexion. Et puis moi de mon côté, j'envoie ça aux filles, donc à toute la famille Lamy. Barbara dit c'est vachement cool, on va aller présenter ça à des plateformes, quoi. Et puis Prime Video nous dit banco les gars, on y va tout de suite. Donc moi je me dis hyper content, ma série d'avant vient de se faire annuler, je reprends sur un nouveau projet et là France Télévisions nous appelle en nous disant finalement on va la faire la saison 2 les gars. Et là, je me dis, mais putain, c'est pas possible, quoi. Il y a 3 semaines, j'avais plus rien. Maintenant, j'ai 2 projets en cours. Ça va être un bordel innommable. Et donc, je réfléchis. Je sais pas trop comment faire. Et puis j'ai appelé Prime. Je leur ai expliqué la situation. Ils ont été géniaux. Ils m'ont dit, écoute, Nico, fais ta saison 2 tranquillement. Et puis après, on reprend, quoi. On reprend l'écriture. Ce qui nous emmène à la rentrée 2021, septembre 2021.
où je me retrouve à la fois en post-prod, donc de Derby Girl, à la fois en écriture, donc ça faisait des bonnes journées, mine de rien. Et puis après, rouler jeunesse, quoi, rouler jeunesse. Donc nous, avec Thomas, on s'échine à faire une structure, un véritable thriller, parce que nous, on sait écrire des jokes, écrire des conneries, on fait ça assez naturellement, on va dire. Donc on essayait vraiment d'abord d'avoir un truc qui se tienne bien, avec une vraie structure, une vraie progression, une véritable enquête. Et puis nous voilà au tournage, quoi, au tournage. Pour la petite histoire, peut-être que j'anticipe un peu les questions, mais c'est pas très grave. Pour la petite histoire, moi j'ai un pote d'enfance qui est forain, qui en fait venait chaque année dans ma classe et avec qui j'avais sympathisé quand j'étais ado. Et donc c'est resté un pote un peu perdu de vue, mais pote sur Facebook, quoi. Et donc je lui explique mon projet et tout. Il me dit tu me feras lire, super. Je lui fais lire, il me corrige 2-3 trucs sur les expressions, sur certaines anecdotes. Bon, après je voulais que ça soit fictionnel tout de même, donc je pouvais pas reprendre. C'est pas un documentaire, quoi. Et pour la petite anecdote, quand on est allé avec Jean-Marc au Fabricus à Vias, notre lieu de tournage, en repérage, on a rencontré des forains, donc Robinson et Jean. Et donc il se trouvait que ils connaissaient très bien mon pote. Ils étaient à leur mariage 2 semaines avant, donc coïncidence de fou furieux. Et voilà. Et donc ça s'est fait, les choses se sont faites naturellement. Ils nous ont accompagnés, etc. Et c'était une chouette expérience. Du coup, moi, j'ai envie d'enchaîner sur une petite question liée à justement l'inspiration. Donc, c'est cette volonté que ça se déroule dans les années 90. Alors, tu nous as dit que c'était une source d'inspiration pour toi, notamment le cinéma des années 90, tout ça. Et vous avez choisi en particulier 98, j'imagine, par rapport à la Coupe du Monde. Mais il y a aussi tout cet univers, la musique, les costumes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que ça a vraiment été un choix très important de se dire il faut absolument que ça se passe à cette période-là? Écoute, je pense qu'il y avait plusieurs raisons. La première, c'était vraiment pour l'aspect narratif des choses. La première raison, c'est qu'on avait envie d'une enquête un peu à la Columbo, un peu à l'ancienne. On n'avait pas envie d'un truc téléphone portable, tout le monde s'appelle, on va sur Internet, on recoupe des trucs, etc. On n'était pas du tout dans un délire les experts. Nous, on avait envie d'un truc avec des annuaires, des téléphones fixes, tu vois, ce genre d'enquête, quoi, où trouver une adresse, c'est une galère, quoi. Ouais. On avait vraiment envie de ça. Et puis après, c'est vrai que dans la direction artistique, on a très vite localisé nos décors, notre lieu de tournage, etc. Et c'est vrai que Palavas, bon, c'est pas l'architecture, c'est pas Shanghai, quoi, tu vois, c'est pas, on n'est pas là-dessus. Et ça s'est un petit peu imposé à nous parce que en termes d'univers et de direction artistique, déjà, je me sens assez proche de ça. Et c'est vrai que Derby Girl, déjà, il y avait ce genre un peu de style très survêt un peu clinquant, banane, etc. T-shirt Waikiki parce que c'est des trucs qui me font kiffer. Et puis la Coupe du Monde, évidemment, j'en place une pour Zizou, quoi, c'est normal. Et pour Mémé Jacquet, c'est la moindre des choses. Ils m'ont régalé. De sortir toutes les petites peluches et tout. Et puis Footix, enfin, vous avez vu la mascotte des JO? Non, Footix, les gars. Personne ne détrônera jamais Footix. Donc, mais justement, c'est marrant et on voulait jouer avec ça aussi. C'est fou comme tu en es jamais content. Footix, je me souviens très bien. Footix, tout le monde défonçait Footix en 98 et Aimé Jacquet d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est devenu iconique. Les deux sont devenus iconiques. Je dirais pas lequel est une peluche, mais mais en tout cas, c'est fou. C'est fou comment on peut dénigrer quelque chose et puis 30 ans après ça devient culte, quoi. Et ça c'est cool aussi. Et on voulait jouer aussi là-dessus. La France a aucune chance de gagner, c'est le Brésil qui va gagner, etc. ça nous faisait un petit peu marrer, quoi. Ouais, effectivement. De toute façon, ça nous plonge tout de suite dans cet univers. Il y a les musiques, tout ça, et vraiment ça marche très bien. Tu disais que finalement le projet c'est fait avec d'abord en partant des actrices que vous saviez que vous allez utiliser pour finalement adapter la série. Enfin, imaginer une série à partir de ça. Nous justement, on se demandait le lien par rapport au fait que les fêtes foraines, dans une fête foraine, ce qui est hyper important, c'est la famille. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la vie des forains. Donc, est-ce que c'est venu jouer comme un argument ce fait qu'on a à la fois un trio d'actrices qui est une famille liée à cet univers de forains où la famille est au cœur de l'histoire, quoi? Alors,
Je vois ce que tu veux dire, l'aspect méta de la chose. Je suis pas certain que ça ait vraiment eu une incidence sur l'écriture. En revanche, nous, on voulait vraiment montrer, j'allais dire, des différences au sein même de cette communauté. Parce que, en réalité, forain, c'est un métier, hein, c'est un métier, même si dedans, il y a des gens du voyage, etc., qui la composent, mais ça reste un métier. Et on voulait montrer que dans cette micro-société, il y avait de tout. Il y avait des différences sociales. Il y a des gens qui ont du pognon, des gens qui en ont moins, des gens extrêmement bien éduqués qui parlent extrêmement bien un langage soutenu, d'autres qui ont plus de gouailles et qui vont. On voulait montrer un petit peu l'ensemble d'une micro-société. Après, ouais, je te cache pas que c'était quand même un peu truculent de jouer avec ça parce que évidemment, quand t'as un perso qui dit je sais pas quoi, ta mère, et insulte sa mère alors qu'elle est en face. Ouais, dans la vraie vie, ouais, c'est assez marrant et ça nous faisait marrer. Mais si tu veux, on n'a pas poussé le vice suffisamment loin parce que je pense que au bout d'un moment, ça aurait été indigeste d'avoir que des vannes sur leur famille. C'était pas le but non plus. Oui, juste mais, un petit peu, c'était très bien. Oui. Voilà, juste un petit peu. Et c'est vrai qu'en revanche, la famille, c'est un thème essentiel dans la série. On parle énormément de famille, que ce soit dans la rivalité des deux clans et des deux grosses familles de la fête foraine et dans toute leur histoire, hein, parce que c'est une histoire un petit peu séculaire, c'est un affrontement séculaire, je dirais. Et après, au sein même des familles, c'est-à-dire la place de chacune, notamment, vu que nos trois personnages sont des personnages féminins, leur place au sein même de leur famille et au sein même de cette société, tu vois, c'est quelque chose qui est extrêmement mis en avant. Oui, et puis là, je me permets d'intervenir parce qu'il y a aussi des micros aventures au sein de ça. On a le personnage de Jordan, par exemple, qui lui ne reste que d'une chose, c'est d'être intégré à la famille, Bien alors sûr. que tout le monde lui dit, bah non, t'es un saisonnier, tu seras jamais intégré. Un autre, je spoil pas, mais un autre personnage qui en fait porte la blessure en lui-même de ne pas avoir été parent. Tu vois, et Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai eu l'occasion de fréquenter le monde forain dans mes jeunes années et j'ai trouvé que la série était certes une fiction, mais relativement juste dans ses propos. Que ce soit, enfin, moi, j'ai vu que les forains sont, en tout cas, la famille de forains que j'ai connue essentiellement sont des gens qui ont leur propriété, leur manège, qui embauchent des ouvriers pour venir travailler. Il y avait un petit peu moins cette image que j'avais du forain qui fait tout. Enfin, c'était assez différent, mais la série reprend bien la réalité, je trouve. Et je me souviens que j'avais demandé à une amie foraine un jour si je devais faire un film sur une fête foraine, qu'est-ce qui est important. Et tout de suite, elle m'a dit, il y a un truc qui est super important dans une famille, c'est quand la fille se fait élire reine de la fête foraine. Et quand j'ai vu ça dans la série, je me suis dit, ah bah, ils se sont bien renseignés, a priori, le propos est juste, quoi. Donc, je trouve qu'il y a eu vous êtes bien renseignés et vous faites pas n'importe quoi. Donc, c'était assez chouette. En fait, si tu veux, c'est toujours un peu touchy parce que, ben, oui, tu parles d'un métier, d'une communauté, donc forcément, nous on fait de la comédie, donc tu joues toujours un petit peu sur, j'allais dire un peu les clichés quelque part, tu vois. Même si je pense que, tu vois, on rentre pas trop là-dedans, mais nous notre but c'était de faire aimer ces gens-là parce que ce sont clairement les héros de notre série. Et je pense que en ça c'est réussi, c'est-à-dire que tu vois les premiers épisodes, t'es là, mais attends, mais où est-ce que j'ai foutu les pieds, quoi. Et parce que nous, on a pris le parti d'être avec Sandrine Laplace, avec qui est une flic, hein, infiltrée. C'est ça le pitch. Donc, en réalité, que le spectateur découvre un petit peu ce monde avec ses yeux, c'est-à-dire un monde complètement inconnu et souvent hermétique, qu'on pourrait qualifier d'hermétique. Et donc, dans les premiers épisodes, tu te dis, mais où est-ce que j'ai foutu les pieds? Qui sont ces gens, etc., en se moquant un tout petit peu d'eux parce que la comédie s'y prête. Mais je pense qu'à la fin de la série, ok, tu les aimes en fait. T'aimes tous ces gens-là, tu comprends que ce sont des personnes intelligentes, sensées, qui ont un cœur, une véritable émotion. Et c'était vraiment ce qu'on avait envie de retranscrire. Et je pense que le message est plutôt sympa, quoi. Tu vois. Et c'est ce qu'on voulait montrer. Nous évidemment, je sais de quoi je parle parce que j'ai fait une série précédemment sur une communauté sportive. Alors, dans un tout autre registre, parce que c'est une communauté extrêmement engagée politiquement. Et je sais qu'il y a plein de joueuses de derby qui n'ont pas aimé parce qu'elles avaient l'impression que je m'appropriais quelque chose qui leur appartient, ce que je comprends tout à fait, sachant qu'en plus, moi, ma série était absolument pas militante. Donc, forcément, c'est toujours compliqué de s'adresser à une communauté, même si c'est pour tous les spectateurs, hein, évidemment, hein, parce que si seulement les forains regardent la série,
Moi, je suis pas bien pour l'avenir de ma carrière, mais c'est encore autre chose. Mais en tout cas, j'ai jamais cette volonté de dénigrer qui que ce soit, tu vois. Malgré le fait que ça soit de la comédie et que parfois, quand tu balances une bonne punchline ou quand tu te fous bien de la gueule d'un personnage, ça marche toujours. C'est un petit peu les facilités d'écriture. On a essayé d'éviter ça, même si parfois faut rentrer un petit peu dedans parce qu'il faut faire marrer tout le monde, quoi. Mais tu vois, j'ai été très vite rassuré. J'ai été très vite rassuré parce que au contact de Robinson et Jean, je me suis dit, ok, les mecs, ils sont 1000 fois pires en autodérision, tu vois, que nous, on l'est dans la série, quoi. Tu vois, ils se moquaient beaucoup plus d'eux, eux-mêmes, que nous, on le fait dans la série. Donc j'ai été très vite rassuré. Je me suis dit, ok, c'est bon, ils ont de l'humour, ça va le faire, quoi. Justement, puisque tu parles un peu de tout ce qui est l'écriture, la création des personnages, comment est-ce que vous vous êtes réparti le travail avec Thomas Mansuy, donc comme tu dis, qui est ton acolyte, avec qui tu produis et tu écris. Comment vous vous êtes réparti? Parce que visiblement, dans tout est parti d'une bonne soirée bien arrosée, et vous avez eu, on va dire, un blue sky, c'est-à-dire une phase de création pure. Mais après, comment vous vous êtes dit, ah, très bien, ce personnage-là, je le vois comme ça, toi, tu le verrais comment? Enfin, explique-nous un peu comment ça s'est mis en place. Après la soirée bien arrosée vient le temps de beaucoup de café, beaucoup trop. Écoute, je pense qu'on a une façon très particulière de bosser avec Thomas, c'est que on a énormément de références en commun, on travaille ensemble depuis longtemps, et en réalité, on a l'habitude uniquement de se splitter quand on écrit les dialogues. Et après, on fait une remise en commun. Mais c'est-à-dire que tout le background vient de discussions. Généralement, celui qui a la bonne idée, il fait marrer l'autre, ou l'autre est assez enthousiaste, tu vois. On se dit, ah ouais, ok, c'est ça c'est génial, on y va, let's go. Donc c'est assez simple d'écrire avec lui. Moi, c'est mon pote, donc voilà. Mais globalement, comment on a fait, il a tout fait. J'ai écrit mon nom après parce que c'est ma boss. Mais non, blague à part, je pense que on se connaît tellement bien que parfois j'en oublie qui écrit les dialogues. Tu vois, je sais plus si c'est des dialogues à lui, si c'est des dialogues à moi, tellement on se ressemble. C'est assez troublant. Parfois, c'est quasiment mon phrasé dans sa bouche. On se connaît vraiment très très bien. On a fait déjà des projets ensemble, on a déjà coécrit ensemble, même si souvent c'est moi qui réalise, hein, même toujours. Ça reste mon acolyte d'écriture. Je pense que sur le partage des choses, lui, il est un tout petit peu plus, on va dire, sur la structure, moi sur la vision, parce que quand j'écris, je pense immédiatement à la façon dont je vais filmer les choses, la façon dont je vais monter les choses, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que parfois, du coup, ça s'anticipe bien, et parfois, je suis très déçu parce que j'avais imaginé un truc de fou. Mais donc, on va dire que lui, il est plus dans la technicité scénaristique, quand moi, je vais avoir une approche parfois peut-être plus cinématographique. Parce que moi, c'est aussi mon métier, c'est-à-dire mettre en image des mots. Là où pour lui, ça reste de l'ordre de la pensée. Moi, forcément, j'ai une projection dans le réel qui est tout autre. Donc, nécessairement, ça, c'est deux travails relativement différents, même si je pense que il est pas mauvais là-dedans non plus, mais il ne connaît pas les contingences que peut connaître un réalisateur. Ouais. Donc ça se fait assez naturellement, on va dire. Et puis quand même, ce qu'on préfère, c'est de se retrouver le matin et d'écrire ensemble et de se marrer. C'est quand même l'exercice fondamental et c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Donc voilà. Mais après, le processus d'écriture, c'est un processus relativement long et relativement complexe, et tout le monde y met son petit grain de sel ou sa pierre à l'édifice, c'est comme on veut. Je sais que Barbara a été très importante aussi pour nous dire, ouais les gars, là vous déconnez, on peut pas dire ça, ou ça serait pas mal de faire ça, et nous on est là, bah ouais, super idée, let's go, on écrit. Même si nous à la fin on est, j'allais dire, les dépositaires de ce qui va être couché sur le papier, tout le monde ramène ses idées, tout le monde ramène sa vision du projet. Après, à nous de la synthétiser et d'en faire quelque chose de singulier. Et même les comédiennes. On a fait une première lecture où finalement les doutes des comédiennes, leurs interrogations, leurs craintes, ont fait que on a rebossé le truc pour pouvoir, j'allais dire, étoffer
les personnages, leurs relations interpersonnelles, l'émotion qu'on peut avoir avec tel ou tel personnage, et c'était très bien. Et elles ont eu parfaitement raison de nous mettre un petit red flag là-dessus, parce que nous, on estime que ça nous a aidé à faire le meilleur projet possible quelque part. Et les producteurs et les personnes au-dessus, est-ce qu'ils s'y sont pris un peu à l'américaine, ou ils ont aussi beaucoup mis les pieds dans votre scénario, ou vous ont laissé plutôt tranquille? Alors, qu'est-ce que t'entends à l'américaine? C'est-à-dire, on décide de tout? C'est-à-dire, effectivement, tu perds un petit peu la main sur la version finale du scénario, mais peut-être il s'impose un petit peu, ou est-ce qu'il vous laisse une totale créativité? Non, alors, très honnêtement, c'est-à-dire que moi, j'allais dire, au-dessus de moi, il y a ma productrice Barbara Maubert, et puis Prime Video. Il y a la production déléguée et la production exécutive. Je pense que la collaboration s'est extrêmement bien passée, justement parce que on voulait faire un projet singulier. Et je pense que tout le monde était OK avec ça, tout le monde était d'accord avec ça. Alors, parfois, on a des visions qui peuvent s'entrechoquer, qui sont antagonistes, et là, ça devient difficile. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui vont te dire, je te donne un exemple, hein, mais globalement, non, mais il faut pas trop que ça soit gore. Jean-Marc était à cette réunion, et moi je suis là, si, il faut que ça soit gore, les gars, il faut que ça soit vraiment gore, et on aime bien, quoi, on vient de là, quoi. Oui, mais il faut pas perdre le spectateur et tout, et puis un autre va te dire, les gars, faut envoyer du steak, on veut du sang partout et tout ça, et nous après, t'es quand même un peu perdu, est-ce qu'il faut que ça fasse flipper, est-ce que ça doit pas faire trop flipper? Tu sais, nous, on est sur un mélange de genres qui est très précaire. Tu vois, c'est un équilibre relativement subtil, ou non. Mais entre la comédie, l'humour, le thriller, l'horrifique, le buddy movies un peu, tu vois, parce que tu suis trois persos, des familles, des personnages secondaires un peu truculents. Donc, tout ça, c'est un équilibre relativement instable. Mais je pense qu'on a quand même joui, pour répondre à ta question, d'une incroyable liberté. Et effectivement, quand on vient te pousser dans tes retranchements, il y a pas mieux comme signal, tu vois. Alors, c'est vrai que ça a été un processus compliqué, hein. Moi, j'ai écrit jusqu'à la fin de la prépa, alors que normalement, en prépa, t'es censé préparer le tournage, quoi. Mais j'ai écrit jusqu'à la fin de la prépa. Mais si tu veux, le mot d'ordre, c'était allez-y les gars, quoi. Allez-y, okay. Franchement. Donc si tu veux, quand on te dit ça, toi t'es là, bah ok, ouais, on va y aller, quoi. Bah c'est cool. Tu vois, donc t'y vas pas à reculons non plus. Et c'est vrai que c'était très chouette. Et moi qui viens, j'allais dire, des économies maîtrisées, ce qu'on appelle des économies à coût maîtrisé, c'est pour dire qu'il n'y a pas de budget, hein, globalement. Si tu veux, moi qui viens de ce monde-là, je m'étais un petit peu fait des a priori. Je me suis dit, putain, sur une grosse plateforme, ils vont tout m'enlever, ils vont tout me couper, machin. Et que nenni. Okay. Vraiment, pour le coup, ça a été une confiance totale. Je vais pas te dire qu'il n'y a pas eu de discussion, mais ça, c'est normal. Comme dans tout boulot, t'as des discussions, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est mieux ça, c'est mieux ci. Et puis, on se met d'accord. Mais c'est toujours des discussions avec des arguments. Donc, quand tout le monde est ouvert et qu'on essaye tous de tirer le projet vers le haut, il y a aucun problème. Bah, ça avait l'air d'être chouette en tout cas, et justement par rapport au fait de passer au concret, et notamment tu parlais tout à l'heure de Thomas qui est très dans l'écriture, mais où toi tu te projettes beaucoup plus dans ce qui va être réalisable. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la production, et notamment de comment est-ce que vous avez fait déjà pour choisir quel parc d'attractions, quelle fête foraine va être utilisée, comment est-ce que vous allez vous y prendre, et peut-être que là Jean-Marc tu peux aussi mettre ton petit grain de sel pour savoir comment est-ce que on allait ancrer cette série dans le réel en choisissant des décors, des manèges qui finalement sont des choses qu'on voit pas énormément au cinéma, quoi. Alors, en fait, si tu veux, c'est sûr que moi je connais à peu près toutes les scènes de fête foraine dans le cinéma, sans parler de Freaks, mais je citais Big tout à l'heure. T'as une énorme séquence dans Stranger Things, The Place Beyond the Pines, Euphoria, etc. Donc nous, on voulait montrer les gens qui y bossent et comment se comportait la fête foraine sous plusieurs aspects. Parce que de nuit, avec les néons, c'est relativement facile et relativement esthétique. Mais nous, on voulait montrer aussi la fête foraine de jour, la fête foraine fermée, la fête foraine quand il n'y a plus de lumière. Notre choix s'est porté sur Fabricus pour, premièrement, des raisons esthétiques. Je trouvais que le parc était très joli, avec des couleurs très pastel, et donc je me suis tout de suite dit ok, ça va être hyper visuel, notamment ce grand 8 dont j'ignore le nom, mais Jean-Marc va nous aiguiller là-dessus.
Je t'en prie, Oui, alors Jean-Marc. qui s'appelle aujourd'hui l'Euroloop, qu'on avait rebaptisé Superloop pour les besoins du tournage. On avait remaquillé son nez en Superloop. Donc évidemment, la plupart des gens qui nous regardent savent qu'il s'agit de l'ancien Mirapoli Looping qui était à Mirapolis, qui avait été construit en 1988, si je me souviens bien, et qui, à la fermeture du parc de Cergy-Pontoise, avait été déplacé à Spray Park à Berlin, en Allemagne. Et Spray Park a fermé et le Miralooping, donc est resté abandonné pendant quelques temps jusqu'à ce que l'ancien propriétaire, parce que c'est pas l'actuel propriétaire, l'ancien propriétaire de ce parc qui s'appelait Europark, se décide de s'offrir un gros jouet. Donc il a racheté le Miralooping, il l'a démonté, il l'a déplacé, il l'a réinstallé. Voilà. C'est toujours ça que les Allemands n'auront pas. Voilà. Et donc, oui, moi déjà, esthétiquement, je la trouvais très belle, cette fête foraine. Et puis, pour des besoins de production également, c'est-à-dire qu'on a eu de la chance parce que le parc était fermé la semaine et ouvert le week-end, ce qui nous permettait, nous, de jouir de 5 jours de tournage complet. Donc ça, c'était quand même bonheur, quoi. On a une fête foraine vide pour nous, tout seul, on va pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'était vraiment très cool. Et après, je dirais pour des raisons de saisonnalité. Donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la série, elle se déroule à l'été 98 pendant la Coupe du Monde. Je t'avoue que le tournage en Belgique de septembre à décembre, le grand soleil, j'y croyais moyen. Donc, on est parti dans le sud de la France pour mettre toutes les chances de notre côté, on va dire. Oui, alors pour l'anecdote, en fait, effectivement, la Belgique avait été considérée un moment parce que l'un des coproducteurs, en fait, était une société belge. La boîte d'effets spéciaux est en partie belge et ça permettait aussi d'avoir un crédit d'impôt. Mais ce qui a primé, c'est vraiment la météo, puisqu'il fallait que ce soit crédible, puisque l'action se passe en juillet 1998. Ok. Et c'est vrai que la première fois que je suis rentré dans ce parc, parce que c'est devenu un parc, hein, mais ouais, je me suis dit putain, c'est chouette, quoi. C'est chouette. C'est très grand, mais c'est à taille humaine. Ça reste à taille humaine. Il y a tout ce qu'il nous faut globalement. Ça a de la gueule, ça envoie visuellement. Il y a quand même des petits recoins, etc., qu'on va pouvoir aller fouiller et y mettre notre caméra. Donc c'était assez chouette, quoi. Ouais, Ce qui était plus étrange, excuse-moi, je te coupe la parole. Ce qui était plus étrange, c'est d'entendre Jean-Marc avec les forains. Parce qu'alors là, moi, je me suis retrouvé pendant 10 minutes à ne plus rien comprendre. Il regardait les trucs, il donnait tous les noms. Ah, mais celui-là, il est charpenté en 18 bibantes, pompe hydraulique, attraction avant. Moi, j'étais genre, oui, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est exactement ce qui me semblait, les gars. Ouais. Je pense qu'il était au Mirapolis, à Cergy-Pontoise. Tout comme t'as dit, Jean-Marc. La meilleure chose à faire, c'est d'acquiescer, de faire je suis d'accord. Oh, bah, j'ai failli m'évanouir. Je comprenais plus rien. Je ne comprenais plus rien. D'ailleurs, ça me permet, excuse-moi John, je pense qu'on pourra poser ta question juste après, c'est vis-à-vis de justement la relation que vous avez pu nouer avec les forains et avec les équipes dirigeantes de Fabricus. Est-ce que comment ça s'est passé l'entente avec eux, puisque ils vous confient entre guillemets leur bébé la semaine pour travailler dedans. Donc comment ça se passait? Est-ce qu'ils venaient eux-mêmes participer au tournage? Est-ce qu'ils vous ont aidé sur certains points, ou à contrario ils vous ont dit ah non, il faut pas faire certaines choses? Comment ça s'est passé? Écoute, la première fois que je suis arrivé, j'ai rencontré Robinson et Jean, ils m'ont regardé comme ça. Pendant plus de 5 minutes sans rien dire. Je me suis dit, bon, ok, on va y aller tranquillement. Et donc, au bout d'un moment, je me souviens très bien, on est en train de visiter le casino. Et je leur dis, mais vous savez que j'ai un pote forain. Ah oui, comment il s'appelle? Nico Piel. Oh, Nico Piel! Et là, après, ça y est, c'est bon, c'était parti. Après, c'était mes potes. Et c'est vrai qu'ils étaient hyper sympas, quoi. Hyper sympa, et en fait ils nous ont aidés sur tout le tournage, c'est-à-dire qu'ils sont restés avec nous du début à la fin. Alors évidemment pour activer les manèges, les gros manèges, quoi. Bah oui, je me voyais mal aller faire fonctionner le grand 8. Allez-y les gars. Donc évidemment ils sont restés avec nous, mais aussi pour nous conseiller, tu vois, ne serait-ce que pour faire une barbe à papa ou des trucs à la con, mais parfois il y avait un dialogue. Tu vois, j'ai un souvenir d'un dialogue. Il y a une embrouille entre une foraine et un saisonnier. Et sur le texte, j'avais écrit bon, maintenant t'arrêtes de déconner, tu rentres à la maison. Et t'as un des forains qui m'a dit non, mais personne ne dirait ça, on dirait tu rentres au terrain, tu vois. Bon, bah évidemment tu prends. Tu vois, tu prends, parfois c'est juste du jargon, du vocabulaire, etc. Bah ouais, tu prends parce que premièrement c'est intéressant pour la crédibilité, et puis ça sonne autrement, quoi.
Donc ils nous ont quand même relativement accompagnés, on va dire. Et puis s'en est suivi une relation plutôt chouette où les vendredis soirs on buvait un petit coup avec eux. C'était l'anniversaire de Jean pendant le tournage. Donc ça nous a permis avec les comédiennes d'aller faire un peu la fiesta avec eux. Donc c'était très sympa. C'était très sympa. On a tourné également dans le Dark Zone qui est juste à côté. Je voulais les saluer aussi avec Jason qui nous a accueillis et qui fait un boulot monstrueux. Il a fait tout de A à Z. C'est assez spectaculaire ce qu'il a fait tout seul avec sa compagne. C'est assez bluffant quoi. Assez bluffant. Le mec est un artiste. Véritablement, et ils nous ont accueillis aussi hyper bien. C'était vraiment très chouette. C'était une très bonne collaboration, honnêtement, que ça soit, j'allais dire, dans le conseil et après humainement. Tu vois, c'était vraiment très cool. Bah, je fais un petit fun fact du coup à propos du train fantôme, parce qu'effectivement le train fantôme, le Psycho qu'on voit dans la série est effectivement installé derrière le looping. Cependant, il ne sert que pour les extérieurs, puisque Exactement. les intérieurs ont été tournés de l'autre côté de la route, dans un autre espace de loisirs où il y a un horror maze. Et c'était plus facile pour l'équipe de trimballer 3 segments de rails et 2 petites voitures plutôt que d'essayer de reconstituer un décor à l'intérieur du train fantôme qui n'avait pas la capacité d'accueillir une équipe complète de tournage. Ouais, et puis en plus, ça doit être étroit, quoi. En fait, ouais, c'est surtout que si tu veux, t'as des plateformes qui montent, des machins, etc. Tu vois, c'est impossible de faire. Enfin, si c'est possible, mais ça nous aurait pris 2 fois plus de temps, que ça soit en construction et après, j'allais dire en termes de mobilité d'équipe, quoi. Donc, le Dark Zone qui était juste à côté correspondait exactement à l'ADN que je voulais donner aussi à ce train fantôme. Donc, naturellement, on s'est dirigé vers cette option. Ouais. Et tu vois, limite, moi, j'aurais cru que c'était en studio à Paris et tout, mais finalement, c'est plus intelligent de tout centraliser, j'imagine, à côté du parc, quoi. C'est ce que j'allais dire. On était convaincus en regardant la série que tout avait été, les scènes en intérieur se faisaient à Paris, dans les grands studios de la Plaine ou quoi. Mais quand on a appris que ouais, vous aviez tourné juste à côté du parc pour l'intérieur du train fantôme, on était surpris. Parce que souvent, ouais, on va nous dire, ouais, il faut que ce soit vraiment large pour placer les caméras, les éclairages, cacher tous les détails et tout. Finalement, vous avez eu du bol, en fait, de pouvoir profiter de cette zone. Mais c'est pour ça que je souligne le boulot de Jason. J'ignore son nom de famille. Je suis désolé. Si jamais il nous écoute, je l'embrasse. Il fait un boulot de monstre. Tu vois, t'as tout dit. T'as l'impression que c'est du studio, le truc. Parce qu'il a un œil cinématographique. Je pense qu'il aime ça. Le mec, il aime les films d'horreur. Il aime la série Z. Il aime la série B. Tu vois. Et ça se ressent. Et c'est un artisan. Et putain, il bosse bien, quoi. Il bosse bien parce que moi, je peux te dire que j'y suis allé en repérage. On était 5-6 et tout. Il nous avait mis son et lumière. J'étais pas tout à fait rassuré quand même. Et pourtant, j'ai 37 ans. Hein. Donc, non, mais tu vois, ça fait flipper. Il a vraiment bossé son truc. Il a vraiment bossé son ambiance. Et donc, pour faire une direction artistique, faut être un créatif. Faut être un peu artiste, quoi, tu vois. Et le mec, il te fait ça d'une main de maître. Je sais qu'il emploie en plus des comédiens de la région. Tu sais, pour arriver avec des tronçonneuses, mais il y a la cracheuse de feu, épisode 8. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, quand on est en 1968, on ouvre avec une cracheuse de feu. C'est une de ses connaissances, c'est lui qui nous l'a présenté en disant, mais j'ai une cracheuse de feu si vous voulez. Et c'est presque lui qui a eu l'idée, globalement, parce que moi je dis, t'as une cracheuse de feu? Ok, je vais faire l'ouverture de mon épisode avec ça. Très bien joué. Très bien joué, je vais faire croire que c'est mon idée. Et donc voilà, quoi. Les mecs sont balèzes quand même. Les mecs sont balèzes. Tu vois, et lui, il a monté sa structure et c'est chouette que vous ayez pu croire que c'était du studio. Ça prouve la qualité du boulot du mec, quoi. C'est ça. Moi, j'avais une petite question tout à l'heure par rapport à ce qui se disait juste avant. C'est une question rapide. On en discutait avec Jean-Marc. La fête foraine que tu présentes ressemble beaucoup à en fait une fête qui se serait sédentarisée, qui serait vraiment restée sur place. Toi, dans ton imaginaire avec Thomas, s'il devait y avoir une saison 2 ou quoi, est-ce que il y a cette idée qu'en fait la fête foraine ne va pas bouger, ils démontent pas leur manège, ils vont pas dans une autre ville, on restera toujours au même endroit? C'est vrai qu'elle était courte cette question, dis donc. Je pense que la réponse peut être rapide. Peut-être. Non, écoute, très honnêtement, je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. On y a réfléchi hein, déjà. On a des pistes, on a pas mal de pistes. Maintenant, évidemment, c'est comme tout. Il faut mettre les idées à rude épreuve. Il faut voir ce qui tient pas. Nous, de toute façon, on veut continuer dans cet univers. Après, tu sais, une de mes craintes,
c'était comment ne pas étouffer aussi dans un décor à la fois très grand et unique. C'est-à-dire que quand t'es le spectateur, bon, au bout d'un moment, t'en as peut-être un peu marre d'être dans la fête foraine. Faut aussi pouvoir aérer, tu vois, dans ton histoire. Alors c'est pour ça on a les caravanes, on a des très beaux décors naturels en extérieur, au lac du Salagou, dans la région. Mais nous, on avait un peu peur de ce problème-là, tu vois, du côté un tout petit peu pas claustro, parce que l'endroit est énorme. D'ailleurs, très difficile à éclairer du coup, par voie de conséquence. Mais ouais, on aimerait bien que ça reste un personnage de la série. C'est-à-dire que nous, on considère que la fête foraine, c'est un personnage de la série. Et t'as raison dans ce que tu dis, on dirait une fête foraine qui s'est sédentarisée, mais ça, je pense que justement, c'est le côté un petit peu couleur pastel. Je rejoins ce que je disais précédemment sur la direction artistique. C'est ça qui nous a séduit aussi. Et en réalité, on raconte un peu ça. Alors, c'est en filigrane dans la série, mais la différence qu'il y a entre, j'allais dire, des gens qui veulent monter un parc et donc une entreprise, en fait, c'est de la gestion d'entreprise, et j'allais dire un conglomérat d'artisans, d'itinérants de la fête foraine, parce qu'en réalité, c'est le même monde, mais c'est, j'allais dire, deux visions un peu différentes, quoi. Et ça, c'est incarné par Fraco qui veut faire, son plagiat du Futuroscope, mais je ne veux rien spoiler. Mais on avait à cœur de traiter de ça aussi, parce que c'est aussi dans des problématiques humaines, parce que l'itinérance, je pense que, alors t'as des gens dont c'est la vocation. Je pense que après, entre 20 et 30 ans, c'est cool, tu vois, mais peut-être que à 40 balais, 50 balais, t'en as peut-être un peu marre. J'en sais rien, c'est pas une vie que j'ai vécue, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est des questionnements qu'on avait envie de soulever avec Thomas. Ok. Ça c'est sûr. Mais donc, t'as vu, j'ai réussi à faire une réponse aussi longue que ta question. Effectivement. Mais non, pour rester simple, ouais, on a envie que la fête foraine reste un de nos persos principaux, quoi. Il y a peut-être aussi un autre personnage qui est peut-être moins évident, mais qui pour moi fait une grande part, c'est la compo musicale. Parce que c'est quand même un choix vraiment assumé de votre part de pas avoir fait un orchestre philharmonique avec des vrais instruments. C'est beaucoup de synthé, beaucoup d'électronique. Comment ça s'est passé pour faire justement ce choix musical, et surtout pourquoi avoir poussé ce style-là plutôt qu'avoir vraiment pris un orchestre ou avec des vrais instruments, puisque à la fin des années 90, le synthé était en train de passer de mode, puisque c'était plutôt les années 80, et on revenait petit à petit à du justement épique, orchestral et tout ça. Déjà, je suis en embrouille avec Hans Zimmer depuis 2-3 ans. Non, écoute, c'était par goûts musicaux, déjà, premièrement. J'avais envie que ça soit relativement électro. Après, ça aurait pu être de l'électro un tout petit peu plus contemporain. Mais finalement, Rob est un artiste que j'adore. Je trouve que c'est un compositeur génial. Et il y a beaucoup de ces sons qui m'ont marqué, notamment dans les films d'Alexandre Aja. Je pense à Maniac, même si c'est un pseudo, mais c'était Alexandre Aja. Ce mec, il sait tout faire, en fait. Il sait tout faire, et surtout dans l'ambiance, il est hyper fort. Et je savais que quand on allait avoir des scènes d'horreur où juste il faut de la bonne nappe, le bon truc, la bonne basse et tout, ça allait être incroyable. Et c'est ce qu'il a fait. Et après, je trouve qu'il a ramené une couleur musicale assez cool. Parfois, j'allais dire très 80s, t'as raison, très mid 80s, très on pourrait même dire un peu Stranger Things, parfois. Tu vois, t'as un truc comme ça avec, j'allais dire, tout ce qui est arpégiator de gros synthés, etc. Voilà. Mais à côté de ça, il sait faire plein d'autres choses, et dans les ambiances, parfois c'est très subtil et c'est hyper balèze. Et puis humainement, c'est un mec que j'adore. Ça a été génial de bosser avec lui. C'est la première fois que je bosse avec lui. J'espère pas la dernière, parce que c'était vraiment génial. Il est à l'écoute de tout. Et en fait, c'est un mec qui est au service de ton film. Tu vois, il va pas se prendre la tête sur je suis un bête de musicien, ou je le caricature, tu vois, mais en gros, tu lui dis non, c'est pas du tout l'ambiance que je voulais. Il fait OK, bam, il efface son truc et hop, on refait un truc, quoi. Tu vois, c'est une machine, et quand il tombe, ça tombe juste, quoi. Tu vois, ça tombe vraiment juste. Donc moi, j'ai joué sur ses forces aussi, et c'est vrai qu'il est très fort dans ce genre de compo, quoi. Il est très fort, et moi je trouve que ça a une gueule pas possible. Et
tout le monde me parle de la musique. Tout le monde me parle de la musique. Ah bah, elle est Et t'as vraiment ra- et- bien. Mais voilà, Ouais. ça nous a beaucoup marqué. Hein. Mais t'as raison de dire que c'est un personnage, parce que ça a une importance véritable dans la DA et dans l'ADN de la série, tu vois. Et il a fait un boulot monstrueux et il faut lui reconnaître ça, quoi. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'il avait pas beaucoup de temps. Il avait pas beaucoup de temps, parce que Rob, il repart en tournée. Il a fait avec Jack, ils ont sorti un EP avec lequel ils vont faire le tour du monde. Et donc, du coup, on était relativement serré. Et le mec était un staccanoviste. Il peut te sortir 1000 musiques, donc c'est assez chouette, et il est très fort pour se renouveler. Parce que en montage, en fait, quand tu fais un montage, tu mets toujours des musiques témoins. Oui. Et Ouais. nous, on s'est dit, ok, on va essayer de mettre au maximum des musiques de Rob, tu vois, pour être proche de la teinte musicale. Mhm. Et pour lui, j'imagine que ça devait être très dur de s'affranchir de ses propres créations pour Mhm. pouvoir proposer quelque chose de totalement différent. Et le mec y arrive sans problème, quoi. Et après, il sait me séduire, il met beaucoup de basses et voilà. Donc c'était pas très dur. Non, mais c'était. Ouais, vas-y, Je t'interromps Nico parce que j'ai juste effectivement, c'est que Rob a composé la musique alors qu'il revenait de sa tournée aux États-Unis avec son groupe Phoenix. Donc c'était vrai que effectivement l'emploi du temps était un petit peu tendu. Et moi ce que j'ai aimé, j'en profite, j'ai dû déjà te le dire Nicolas, c'est les tonalités un peu la John Carpenter qu'on retrouve Ah tu oui. vois, qui ancre totalement la série dans le thriller horrifique. Mais moi, je pensais totalement à Stranger Things, justement, pour ce côté à la fois, il y a des trucs un peu gore, il y a une sorte de créature mystérieuse, ça se passe dans les années 90, pas 80, mais du coup 90, mais ça nous ramène à une certaine époque, ça me faisait un peu penser à ça, et la musique est totalement dedans, quoi. Donc, j'ai une petite double question, si tu veux, pour toi. Au niveau de la production, tu nous as expliqué qu'en gros, il y avait déjà une productrice dès le départ, si j'ai bien compris, et une volonté de sortir quelque chose à présenter aux plateformes. Et j'ai appris aussi aujourd'hui que tu viens du monde d'Internet, a priori, avec Golden Moustache et ce genre de choses, c'est bien ça? Et du coup, je me suis trompé? Non, c'est vas-y, je laisse. J'attends la double question. Eh bien, la double question, c'est en fait, est-ce que déjà ça a été difficile de présenter votre projet à différentes plateformes? Est-ce que vous avez été en voir plusieurs? Est-ce qu'on vous a beaucoup dit non, etc. Et est-ce que c'est difficile de venir sur ces plateformes-là quand on a commencé sur Internet? Est-ce qu'il y a peut-être pas une discrimination, mais est-ce que tu es regardé autrement quand tu viens d'Internet? Alors moi, j'estime que je ne viens pas d'Internet. Enfin, évidemment que je viens d'Internet parce que c'est ma génération, même si je commence à être un peu vieux. Mais ça reste ma génération. Moi, si tu veux, j'ai fait des courts-métrages à l'école, étudiant, etc., dont certains ont été salués, notamment à Clermont-Ferrand. Et puis, je me suis un tout petit peu, j'allais dire, pas désintéressé parce que c'est pas vrai, mais j'ai mis un petit peu de distance entre la fiction et moi-même. Je suis rentré dans une agence avec laquelle j'ai fait beaucoup de pubs, dans laquelle j'ai appris beaucoup de techniques, hein, on va dire, en termes de réalisation. Mais j'ai fait mes armes là-bas et puis parallèlement, j'ai toujours adoré le montage. J'ai toujours adoré la post-production et donc j'ai commencé à monter, des sketchs pour Golden Moustache, ce genre de choses, quoi. C'est là-bas que j'ai rencontré Adrien Méniel d'ailleurs, qui me suit de projet en projet. Mais on va dire que je suis pas issu d'une culture. J'ai pas fait mes armes sur YouTube non plus. D'accord. Tu vois, même si oui, j'ai monté quelques sketchs, etc. pour Golden. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est qu'au bout d'un moment, je me faisais chier en agence. Et je me suis dit, il serait temps que je réécrive. Et je suis sorti de là juste avant ma trentaine, on va dire, vers 28, 29 ans. Et à ce moment-là, j'avais pas écrit depuis belle lurette, quoi. Et je chope sur Facebook. C'était le prime de Facebook à ce moment-là. C'était vraiment son prime. Je vois sur Facebook concours de scénario, etc. Je vois deadline dans 3 jours. Je me dis merde, vas-y, vite, une idée. Et j'écris un court-métrage et bing, je gagne le concours de scénar. D'accord. Et je me dis cool, ok, je vais continuer à écrire. Et de fil en aiguille, je rencontre Alain Capoff,
qui est le boss de chez Cabot. Pour vous situer, Alain Capoff, c'est le producteur, mais le créateur également de Caméra Café, de Kaamelott avec Astier. Aujourd'hui, Scène de ménage en famille. Enfin, bon, bref, à la télé, le mec pèse très très lourd. Et je rencontre ce mec et je me dis, mais c'est fou. Il a 60 balais et on aime les mêmes trucs, quoi. Et je m'entends hyper bien avec lui. Et à ce moment-là, il a une petite chargée de développement. C'est Barbara Maubert, qui est un peu plus jeune que moi. Et on commence à écrire un projet ensemble qui ne verra jamais le jour, mais peu importe. Qu'on présente à Canal, qui nous dit ouais, c'est sympa, mais c'est une sitcom, les gars, on fait plus de sitcom depuis H. Bon, bah tant pis. Et donc je développe ça avec Barbara, qui m'aide pour les scénarios et tout. Et puis un jour, Alain passe et je lui dis, Alain, j'ai une idée depuis quelque temps. J'ai envie de faire l'histoire d'une patineuse artistique un peu relou dans une équipe de roller derby de meufs un peu cool. Et il me dit, ah ouais, on va faire ça plutôt. Mais genre, c'est sur le pas d'une porte qui me dit ça. Et le lendemain, on commence à gratter. Et Barbara, qui doit avoir à ce moment-là, je sais pas, 25-26 ans, passe productrice du projet. Et donc à ce moment-là commence notre véritable collaboration et elle m'amène chez France Télévisions. D'accord. Et France Télévisions est tout de suite preneur. Elle aime beaucoup les textes et tout de suite preneur. On fait Derby Girl, la saison 1, la saison 2. En France, bilan mitigé, audience mitigée, mais on cartonne à l'international. Tout le monde nous achète, HBO Max nous achète. On est vendu en Allemagne, en Italie, en Australie, en Russie, enfin des trucs, c'est nimp. T'as la BBC qui veut faire un remake. Enfin, nous, on est comme des oufs, quoi. Et tu vois, j'avais même pas réfléchi à ça. Pour moi, je m'étais dit, oh, en France, ça va cartonner. Non, personne n'a regardé. Mais en revanche, à l'international, ça a eu un petit peu de notoriété. Ce qui, moi, m'a aidé après. Et puis après, c'est assez looké, sachant que, on n'avait pas beaucoup de ronds et qu'on devait un petit peu se débrouiller comme on a pu. On a fait 2 saisons de Derby Girl. Et puis après, du coup, pour moi, ça m'a facilité les choses. Ça m'a quand même ouvert quelques portes. Donc, j'ai pu présenter à la fois mon travail, j'allais dire à Prime, mais qui a tout de suite signé parce qu'il me connaissait de Derby, que je pense que Prime avait beaucoup aimé la singularité, le style que je peux mettre dans les choses, etc. Même si rien n'est parfait, bien au contraire. Mais en tout cas, donc non, on n'a pas essuyé de refus, mais parce que petit à petit, j'essaye de grandir et de faire de mon mieux et de présenter de belles choses qui plaisent, j'espère parfois, à d'autres personnes que ma maman. Maman, je t'aime. Donc voilà, pour l'instant, tout va bien et c'est chouette. Mais justement, par rapport au fait de connaître des gens d'internet, alors tu cites Adrien Méniel, qui est comédien, donc qu'on a pu voir dans plein de courts-métrages sur le web et tout. Dans la série, il y a d'autres personnages qui viennent aussi du web, qui font des caméos, des apparitions. On peut en citer 2-3. Il y a Greg Guillotin, pour ceux qui connaissent, qui fait des caméras cachées, qui fait des pranks. Il y a Bertrand Huskla de Yes Vous Aime, qui est par ailleurs, je trouve, un excellent comédien. Donc, comment est-ce que ça s'est fait pour faire venir toutes ces personnalités d'internet dans une série, surtout pour Amazon Prime? Enfin, comment tout ça s'est goupillé en fait? Parce que finalement, c'était un peu le cadeau bonus. Finalement, on s'attendait pas à les voir. J'ajouterais, il y a Jérémy Detlo aussi qui vient de YouTube et il y a également Jenny Letellier du Monde à l'envers également. Écoute, ça s'est fait assez naturellement. Je pense que il y a un tropisme du spectateur de reconnaître ces gens qui ont un talent monstrueux dans des projets dans lesquels ils n'ont pas l'habitude d'évoluer, même si aujourd'hui Adrien il commence à tourner dans beaucoup de longs métrages, dans beaucoup de séries, etc. Jérémy idem. Greg, c'est encore autre chose, il est plus dans la caméra cachée, etc. Voilà, et puis c'est un mec que j'aime bien parce que je les aime tous d'ailleurs. Je pense que les gens ont un attrait à les voir ailleurs, si je puis dire. Maintenant, c'est 2 métiers qui sont parfois différents. Je pense que tu as des gens qui sont super pour faire du fast cam sur YouTube. Après, en termes d'acting, c'est pas tout à fait ça, quoi. Donc, il faut quand même bien maîtriser son sujet, bien connaître les gens. Je sais que, par exemple, tu vois, voir Jérémy aujourd'hui, je trouve ça assez génial. Parce que moi, je l'ai connu je l'ai fait jouer dans la saison 2 de Derby.
il avait pas tout à fait l'habitude d'être sur d'autres plateaux que les siens. Tu vois, donc c'était un peu une mise en danger pour lui-même et il n'était pas tout à fait rassuré. Et là, je le retrouve 2 ans plus tard sur Prime et le mec, il joue comme un cador, il est génial, machin, etc. Eh ben, je suis content, quoi. Je suis content de voir aussi les gens grandir, mes potes grandir, les voir devenir de plus en plus forts, etc. C'est hyper cool pour moi de les voir évoluer et plutôt dans le bon sens. Donc ouais. Et puis je trouve que ce mélange, il est sympa. Tu vois, entre comédienne plutôt, je dirais traditionnelle, voix traditionnelle, et des gens qui viennent d'une culture plus web. Je trouve ça assez chouette parce que je pense qu'ils ont des choses à s'apporter mutuellement. Nous, on a eu un budget, j'allais dire, à la mesure de nos ambitions, mais on n'est pas sur un budget américain non plus. Donc, ce qui fait que parfois, dans la méthodo, tu as des gens qui viennent d'Internet, qui vont être plus performants parce que ils savent ce que c'est de tourner vite, de rentrer 8 minutes par jour, 10 minutes par jour. Là où quelqu'un qui vient du cinéma traditionnel, où tu es à 2 minutes utiles par jour, tranquille, et on prend notre temps, et si elle est pas bonne, on la refait 800 fois. Non, nous, ça n'existe pas chez nous. Dans la série, il faut envoyer du lourd, etc. Donc ouais, je trouvais ça intéressant aussi de mélanger les deux mondes, parce que premièrement, je pense qu'il y a une porosité entre ces deux mondes, ils sont pas totalement hermétiques. Quand on est un bon comédien, on est un bon comédien à peu près partout. Et quand on est un mauvais comédien, on est un mauvais comédien partout aussi. Mais je veux dire, non, blague à part, je pense que on peut être très performant sur une pastille de 2 minutes ou dans un sketch de Golden et tenir un vrai rôle. Et moi, parfois, je trouve ça même Adrien, je lui dis tout le temps. Adrien, bon, ça fait quelques années qu'on se connaît. Je dis, pour moi, c'est anormal qu'il ait pas un premier rôle. Ce mec c'est un tueur, de toute façon, même s'ils viennent d'internet, sont pas des gens qui sont consacrés à du vlog ou quelque chose qui est du live test, mais sont vraiment des gens qui sont habitués à de la fiction, donc sont des comédiens de toute façon, quoi. Donc oui, après t'as un effet, tu sais, je me méfie toujours parce que bah oui, les mecs ils sont connus par une grosse communauté, donc forcément c'est du 500 000 abonnés sur Insta, 1 million, etc. Pour moi ça veut rien dire, tu vois. Tu peux avoir 50 abonnés et être un pur comédien. Donc je me méfie aussi, tu sais, de l'autre côté de la chaîne. C'est-à-dire, tiens, mais si on prenait un tel ou une telle, je ne citerai pas de nom, pour jouer, ça va nous faire ramener du buzz. Non, moi je prends que des bons. Je prends que des mecs ou des nanas d'ailleurs qui savent jouer et qui envoient, quoi. Et le reste, je m'en fiche un peu, tu vois. Et du coup. J'allais dire, c'est toujours un peu compliqué d'aller chercher dans ce milieu-là parce que tu sais jamais si les gens tu vas les chercher pour leur talent intrinsèque ou leur travail ou si tu vas les chercher pour avoir leur fanbase. Mais moi c'est pas parce que je dis n'importe quoi, mais c'est pas parce que tu regardes des vidéos YouTube que tu vas aimer ma série. Ça n'a rien à voir. Alors peut-être que si, il y a des gens qui aimeront les deux et des gens qui aimeront ma série et qui n'aiment pas les vidéos d'un tel ou d'une telle. Ça n'a pas de lien direct. En tout cas, moi, je sais que au-delà de la notoriété des gens qui sont issus de cette culture, j'aime bien travailler avec des gens qui sont investis, qui croient en ce qu'ils font et qui bossent. J'ai bossé avec Maxence aussi dans la saison 2 de Derby. Et le mec est génial. Le mec est génial. Et aujourd'hui, il joue dans Panda, la nouvelle série qui va sortir sur TF1. Écrite également par Thomas Mansuy, il est partout ce mec. Et c'est chouette aussi, et c'est un mec qui bosse, et je suis sûr que il va devenir un très bon comédien, très très bon comédien. Il est déjà très bon comédien, mais il va aller encore plus loin. Voilà. Mais en tout cas, c'est un monde que j'aime bien. Moi, je suis un grand consommateur de YouTube, évidemment. J'ai grandi avec ça. J'ai même grandi avec Dailymotion, c'est vous dire. Mais le talent de l'entertainment, c'est-à-dire quelqu'un qui peut animer, n'est pas le même que d'incarner un personnage. C'est pas tout à fait la même chose. Oui. Je vois mal. Tu vois, alors, j'ai une anecdote. Je sais que ma prod avait contacté, on cherchait un guest pour ma série précédente. Et je sais qu'on avait contacté Squeezie. Je sais que ma prod avait contacté Squeezie. Et le mec, j'ai trouvé archi faire, quoi. Le mec, il était cool. Il a dit, non, mais moi, je sais pas faire ça et je me sens pas de le faire.
je trouve ça hyper honnête en fait. Je trouve ça hyper honnête et je trouve ça génial. À la place, on a eu Sadek, qui est un rappeur du 9-3, vraiment rien à voir. Mais en tout cas, ouais, c'est pas parce que t'es bon dans un truc que tu vas être bon dans un autre. Et parfois, si, pourquoi pas. Tu peux être bon en musique, tu peux être bon sur YouTube, tu peux être bon. J'en sais rien, il n'y a pas de recette miracle. Et je me rends compte que ma réponse, elle est hyper longue. Mais en tout cas, voilà, moi, je me méfie de l'aspect notoriété parce que ça veut pas dire grand-chose. Parce que incarner un personnage, composer un personnage, c'est pas tout à fait la même chose qu'avoir des followers, globalement. Mais ça veut pas dire que les gens qui ont beaucoup de followers ne sont pas dénués de talent, bien au contraire. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans la série et qui le prouvent, quoi. Oui, tu parlais des guests, n'oublions pas, enfin pour ceux qui l'ont vu, que tu as un super guest dans la saison 1 de Derby Girl, en la personne de Nelson Montfort, mais... Excellent youtubeur, excellent. et je crois qu'il fait du live Twitch sur Call of. Il fait de l'unboxing, oui, aussi. Je sais, il fait de deck Pokémon, je crois. Je suis plus bien sûr, mais je crois, ouais. Oui, on revient un petit peu au fait, c'est vrai que Chloé Joannet, donc la fille d'Alexandra, est un petit peu ta muse originelle, puisque c'était l'héroïne, justement, de Derby Girl, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que tu peux aussi, alors on va pas revenir sur la carrière d'Audrey et d'Alexandra, est-ce que tu peux aussi un peu revenir sur le reste du casting, qui vient effectivement d'un background beaucoup plus classique en matière de comédie? Je pense à Dominique Pinon, à Bruno Lochet, Jean-Pierre Martins, Alex Lutz aussi. Alex Lutz, évidemment. Ouais, ben, pour moi, la distribution, elle est incroyable. C'était un bonheur de bosser avec ces gens-là. J'ai jamais ressenti ça. Et ce qui était très chouette, c'est qu'ils sont tous très différents. Et ils ont tous même, au-delà du jeu, une méthodologie différente. Et ça, c'est intéressant aussi à analyser. Voir comment ils bossent, etc. Et comment je peux les amener parfois ailleurs. Parfois, c'était très difficile. Hein. Jean-Marc, t'es passé plusieurs fois sur le plateau. Moi, quand j'ai Dominique Pinon, je sais pas trop quoi lui dire. Je t'avoue, là, je suis vraiment réalisateur technique, juste la caméra. Parce que tu vas le voir, tu lui dis, bah Dominique, ouais. Tout pareil, on en fait une deuxième pour faire genre. Mais la première était bonne, quoi. Donc let's go. Ah là, tiens, j'ai une anecdote là-dessus. Moi, j'ai passé beaucoup de temps hors caméra avec Dominique, justement, parce qu'on a des relations communes. Et il s'avère que comme c'est une scène de flashback, la principale scène à laquelle j'ai assisté sur le tournage, on avait dressé la liste hors antenne, si j'ose dire, des insultes courantes en 1968. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme une insulte aujourd'hui n'existait pas à l'époque. Donc quand il y a une opposition entre les deux forains, dont l'un d'eux est interprété par Dominique Pinon, on avait fait ensemble la liste des insultes. Quel métier formidable. Peut-être que ça fait un petit moment qu'on parle. Je pense que je peux peut-être finir avec une dernière question pour vous deux, Nicolas et Jean-Marc, parce que c'est ce qui nous a amené un peu cette interview, c'est que Jean-Marc, qui fait partie de Puissance Park, du coup, tu as travaillé sur cette série. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'importance qu'a eu Jean-Marc en tant que conseiller et expert des parcs d'attractions, ce qu'il a pu apporter, et est-ce qu'il y a des petits moments où justement Jean-Marc a dit attends, ça se fait pas comme ça c'est plutôt comme ça, et ce genre de choses. Alors, déjà, je voudrais saluer le travail de Jean-Marc pour lequel il est payé. C'est-à-dire s'occuper de la post-production. On n'a eu aucune encombre avec ça, donc ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que on est plutôt bien tombé. Quoi. Tu vois la coïncidence du truc, quoi. Le mec qui va gérer notre projet en post-prod, il connaît tous les manèges du monde. Donc ouais, nous, on était plutôt ravis, quoi. Écoute, alors, non, parfois, oui, il nous a aiguillés sur certaines choses. Je pense que il n'a jamais été, par exemple, je pense que Jean-Marc, il comprend la fiction. Oui, donc, tu vois, si t'as un anachronisme ou quoi que ce soit, en réalité, c'est pas très très grave. On s'en fout. On sait quand même poser les questions sur certains manèges, et on s'appuyait complètement sur la suspension de l'incrédulité consentie, en se disant ça n'existait pas, mais c'est arrivé quelques mois après ou un an après. Voilà. Et je pense qu'un spectateur lambda, si j'ose dire, il s'en fout complètement. Et moi-même, en tournant, je m'en foutais complètement. Non, et puis, vu qu'il connaît ce métier aussi, il connaissait les impondérables de la fête foraine. Parfois, on avait des stands fermés, ce genre de choses, etc. Bon, voilà. En tout cas, c'était quand même
chouette de l'avoir, ne serait-ce que pour l'aspect enthousiasmant. Moi, j'ai tout de suite vu que c'était un projet qui lui tenait à cœur, donc forcément, je me sentais soutenu au sein même de la production, et c'est tout de suite chouette et ça met en confiance, parce qu'il y a rien de pire que de bosser avec des gens qui n'ont pas confiance en toi, et ça me faisait marrer de voir ce mec avec des yeux d'enfant alors qu'on est en train de tourner, etc. Moi, j'ai adoré ça. Je vais raconter une petite anecdote sur Jean-Marc quand même. Moi, je l'ai rencontré en repérage à l'hôtel. C'était vraiment la première fois où on parlait un petit peu, etc. Et il nous attendait au bar. C'est bon, Normal, c'est normal. il nous attend au bar. Bon, je l'aime bien ce mec-là déjà, ça commence. Et il me dit bah j'étais dans la région, j'étais au concert de Kraftwerk. Donc là je me dis ok bon bah tu vas être mon pote toi. Ok, c'est cool. Bon, déjà on a les mêmes goûts musicaux. Alors bon, premièrement, il joue encore, il tourne encore, ça c'était assez étonnant. Mais bon, il ne reste plus, je crois qu'un seul des membres fondateurs. Mais bon, le groupe existe encore au moins. Il ne reste plus que l'ordinateur qui joue Autobahn en boucle. Mais mais en tout cas, je me dis ah ouais, putain, c'est cool, on va bien s'entendre tous les deux. Et c'est vrai que ça a été au-delà de nous conseiller, que ce soit pour les manèges en post-prod, un véritable soutien pendant tout le tournage, quoi. Donc ça, c'était chouette. Alors, puisqu'on en est à se lancer des fleurs, en fait, moi, j'ai découvert le travail de Nicolas avec la première saison de Derby Girl. Je le connaissais pas encore à l'époque, et j'ai eu un vrai coup de cœur pour sa façon de réaliser, qui m'évoque assez la façon d'Edgar Wright de la trilogie Cornetto, c'est-à-dire Shaun of the Dead, le dernier Pub et Hot Fuzz. Et donc d'un seul coup, me tombe sur le bureau virtuel ou physique comme vous voulez, un projet Cabot Productions, société avec laquelle j'avais déjà bossé par le passé et avec laquelle ça s'était extrêmement bien passé, réalisé par Nicolas Lange, dont j'appréciais le travail. Et je me dis, oh là là, et je découvre d'un seul coup que c'est sur les parcs d'attractions et les manèges. Je me dis, bon, alors attends, ce genre de projet, ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Le titre, c'était déjà Killer Coaster, les titres à ce moment-là? Ça s'appelait. C'était le titre, faut pas le dire. Voilà, faut pas le dire le titre, ouais. Non, mais j'en sais rien. Ça s'appelait Luna Park. Ça s'appelait Luna Park. Mais figure-toi qu'il y a une série Netflix qui s'appelle Luna Park. Ah, d'accord. Okay. Que personne n'a vu apparemment, même pas moi, mais mais voilà. Okay, donc voilà, c'était comme on dit, un match made in heaven. C'est vrai. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. C'était vraiment super intéressant, Nicolas, de pouvoir répondre à toutes nos questions et d'en savoir un petit peu plus sur cette série. C'était très sympa d'être là. En plus de tout ce que Jean-Marc nous avait déjà dit. Donc vraiment, c'était top, quoi. J'espère que vous avez apprécié aussi, les garçons. C'était un très bon moment. C'est très intéressant. Voilà, moi qui, pour le coup, ne viens pas du milieu cinématographique, contrairement à vous trois. Je découvre un peu, avec les yeux d'enfant, l'envers du décor, un peu les coulisses, le fonctionnement. Donc, c'est très intéressant. Et j'encourage forcément tout le monde à aller regarder Killer Coaster sur Amazon. Bien sûr. Oui, voilà. J'ai fait une story sur notre Instagram, donc. Voilà, donc nous en tu tout peux cas, pas faire plus. Tu peux pas faire plus. Et non, c'est génial. Faut vraiment. Moi, j'ai déjà quelques retours de la part de notre communauté, des gens qui ont commencé à regarder et qui sont assez enthousiastes. Donc, faut pas hésiter. Plus il y aura de gens qui regarderont cette série dans les premières semaines de présence sur la plateforme, plus ça augmente les chances de créer une saison 2, parce que quelques questions restent en suspens à la fin de la saison 1. Ah ouais, c'est sûr que je ne dirai rien, mais quand même. Bon, ben c'était un plaisir, les amis. Merci beaucoup. En tout cas. Merci infiniment, merci Nicolas. On nous retrouve sur www.puissancepark.fr. Si vous souhaitez nous soutenir, c'est don.puissancepark.fr, car nous sommes régis par la structure associative. Vous pouvez acheter des choses dans la boutique, comme cette magnifique casse-tête, 20e anniversaire du Transdémonium, ou le t-shirt, et plein d'autres produits. C'est boutique.puissancepark.fr. Benji, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur notre communauté ? Non, comme d'habitude, si après vous avez envie d'échanger sur vos ressentis sur la série, il y a notre Discord, dans lequel il y a déjà des gens, effectivement, comme tu as dit, qui ont regardé et qui sont en train de nous faire un peu leur feedback. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, X, Instagram et aussi TikTok, vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez pensé de cette série Killer Coaster. Parce que mine de rien, c'est intéressant d'avoir les points de vue et de les confronter avec ceux qui, justement, peut-être sont moins aficionados du monde des parcs et qui se sont laissés emporter par l'histoire. Ça va être intéressant.
Et évidemment, bah, c'est comme tu l'as dit, soutenez-nous, regardez toutes nos productions, et tout ça, c'est le vaisseau amiral qui les rassemble, donc le site internet. Voilà. Eh ben, merci Nicolas. Merci à vous. Bisous les gars. Et Merci encore. Puissante, puissant. À très vite. À bientôt, ciao.